Voilà, merci infiniment tous pour vos présentations. On peut ouvrir la table ronde. Si des gens du public ont des questions, vous pouvez le faire maintenant. On les prendra dans l'ordre qu'elles viendront. Jimmy, j'aimerais commencer avec vous. On a parlé de digitalisation. Est-ce que vos clients médicaux vous ont imposé cette digitalisation afin d'avoir une traçabilité irréprochable? Alors, c'est pas imposé par nos clients. On est relativement libre à ce niveau-là. Par contre, ce qui est imposé, c'est la traçabilité quasiment totale de notre processus tout au long du flux de production. Donc après, à vous de définir comment vous voulez y arriver. Et nous, la manière la plus simple, en fait, comme on l'a vu, on est une petite entreprise. Ce qu'on souhaite, c'est vraiment notre métier, c'est le décolletage. Nos opérateurs sont là pour, nos décolleteurs sont là pour faire des pièces, produire des pièces, et là, la valeur ajoutée. Mais en fait, tous ces processus, ces demandes externes, ces restrictions, ces normes sur lesquelles on doit suivre, ben, le but, c'est en fait d'y répondre le plus simplement possible, mais surtout qu'elles nous apportent quelque chose. On ne remplit pas un document de traçabilité juste pour faire plaisir aux clients, mais derrière, nous, on doit pouvoir exploiter ces données de production et puis les utiliser pour justement améliorer notre processus de production. J'ai bien regardé vos slides et puis dans un des slides, vous parlez de gains. Est-ce que vous avez déjà quelques chiffres en pourcentage à nous donner sur les gains que vous avez eus, par exemple, en matière, en utilisant un peu moins parce que vous avez moins de rebut, dans l'outillage, etc., etc.? Comme je l'ai dit, au niveau shop floor, donc au niveau connectivité machine, la totalité du parc machine a seulement été... l'application a vraiment été lâchée en production au début d'année. Donc la conjoncture actuelle a fait que, effectivement, on ne peut pas vraiment comparer encore ce qu'on a vu et puis ce qu'il y a eu avant. Mais c'est clair que là, on récolte un maximum de données qui vont nous permettre demain de gérer d'améliorer et puis de déceler ces axes d'amélioration. Par contre, effectivement, au niveau outillage, on voit qu'on a une amélioration de l'outillage, des stocks d'outillage qui est près de 15%. Mais surtout, en fait, on améliore cet outillage, mais ça ne nous demande pas une tâche de travail très conséquente. On n'a pas un magasinier tout le temps qui doit suivre les stocks, passer des commandes, etc. Donc on a vraiment, justement, grâce à nos différents fournisseurs d'outillage, où c'est qu'on a carrément des commandes automatiques qui passent. Donc tout ça, en fait, ça fait qu'on évite d'avoir du personnel supplémentaire pour faire autre chose que produire des pièces, en fait. Baptiste, j'ai une question pour vous. Disons qu'un des membres de l'AFDT est convaincu par ce qu'on fait aujourd'hui, est convaincu par la digitalisation. Si demain, vous avez une commande d'aller dans une entreprise, d'intégrer un tel système comme vous avez mis chez Tectri, quels sont les problèmes que cette société va rencontrer au début? Alors nous, c'est clair, il peut y avoir divers problèmes, mais on a souvent plusieurs types de problèmes qu'on peut remarquer dans cette mise en place d'une Smart Factory complète, hein, comme a fait en fait Tectri. Hein. Ils n'ont pas seulement pris un module qu'ils ont implémenté ou une machine ou autre, mais ils ont vraiment connecté au maximum leur processus métier. Et puis, nous, on se rend compte, souvent, le premier aspect qui viendrait en tête, c'est de se dire, c'est l'aspect technologique au final. Est-ce que mes machines peuvent être connectables? J'ai des machines peut-être un peu anciennes, exotiques ou autres. Est-ce que c'est possible de le faire? Et puis là, c'est vrai qu'on peut avoir certains problèmes parce que on a tout d'un coup une machine qui arrive d'Australie et puis qui doit être connectable, mais que personne ne connaît. Donc voilà. Là, il y a un aspect technologique, mais moi, je dirais qu'il y a deux autres aspects qui sont aussi vraiment importants à prendre en compte. C'est l'aspect du management, en fait. On voit que dans une entreprise, si on veut digitaliser une société et en créer une Smart Factory, ce projet doit être pris vraiment à cœur par la direction, par le management. Sinon, le projet va échouer parce que c'est clair, quand on arrive avec des nouveautés, on a forcément une réticence au changement. Et puis, si cette réticence au changement n'est pas bien expliquée et bien amenée par le management, vous aurez un no-go des opérateurs. Et puis on voit typiquement chez Tectri, ça a été vraiment très bien mené. Donc il y a eu vraiment une stratégie de digitalisation complète qui a été définie par la direction au fur et à mesure des années. Et puis après, au niveau de la mise en place, il y a eu vraiment un chef de projet, donc Jimmy Chapuis, qui s'est occupé de la mise en place de ces logiciels.
en les proposant aux employés. Donc il y a vraiment eu un accompagnement avec les décolteurs et puis pas simplement le fait d'imposer une nouveauté et puis d'utiliser cette nouveauté. Donc voilà. Après, au niveau d'un des points qui pourrait encore ressortir, moi je trouve, c'est l'aspect vraiment communication. C'est parfois très compliqué de faire discuter un développeur informatique avec un décolteur. Et puis, on doit effectivement, en règle générale, trouver une passerelle là au milieu pour pouvoir comprendre les besoins de l'un et de l'autre, en fait. Parce que souvent, ils n'arrivent pas bien à se comprendre. Et puis, le décolteur voudra une application avec cette option-là qui sera mal comprise par le développeur. Et puis, vous allez vous retrouver avec une application figée qui ne va pas correspondre aux besoins du développeur, du décolteur. Et puis, au final, il ne voudra pas l'utiliser parce qu'elle n'est pas adéquate à ce qu'il voudra faire. Donc voilà, nous, on est vraiment dans ce trend aussi à pouvoir se lier à certains partenaires comme TechTree pour aussi développer des applications par rapport à leurs besoins. Et puis pas justement de se dire la production doit s'adapter à nos applications, mais c'est plutôt à nous de dire voilà, on va adapter nos applications pour qu'elles soient vraiment à 100% implémentables dans une société de décolletage telle que TechTree, par exemple. Donc, voilà. Dans votre réponse, vous avez mis quelques bémols. Est-ce que les maladies de jeunesse du système ont été solutionnées ou est-ce qu'il y en a encore quelques-unes? En d'autres termes, est-ce qu'on peut vraiment se lancer maintenant ou il faut encore un tout petit peu attendre? Alors moi, je dirais que c'est plus que le moment de se lancer dans des projets de digitalisation. On a vu, nous, depuis justement le début de cette année, un rebond complètement hallucinant dans ce domaine-là. On avait, je pense, avec la crise l'année passée, certains dirigeants ont peut-être justement pris un peu plus de temps pour évaluer les forces et les faiblesses de leur société. Et puis, on voyait justement dans les 4-5 dernières années des managers de société qui étaient un petit peu en type observation, qui regardaient un petit peu le marché, regardaient un peu les concurrents, qu'est-ce qu'on faisait chez mes concurrents. Et puis là, on voit vraiment depuis cette année, même déjà depuis l'année passée, vraiment une grande lancée dans ce domaine-là. Donc, c'est le moment d'y aller. Et pour finir, le directeur financier va recevoir l'offre, on va dépenser un certain nombre de francs pour pouvoir digitaliser la société. Quel est le retour sur l'investissement? Vous savez comment est-ce que vous le calculez exactement? Oui, alors ça c'est toujours un petit peu la question. C'est clair, nos clients ont souvent l'habitude de dire, voilà, si j'achète une magnifique nouvelle machine Tornos, je sais que j'ai des nouvelles pièces qui vont sortir et puis paf, j'ai mon retour sur investissement qui peut être facilement calculable. Donc nous, on a vraiment un peu deux types de retours sur investissement. Donc dans les projets globaux, on fait tout le temps un retour sur investissement pour nos clients, hein. Et puis, je dirais qu'il y a vraiment deux types. Il y a des types justement de retour sur investissement direct où on peut se dire, OK, si j'arrive avec ma digitalisation à optimiser mes machines, typiquement sur un parc machine de décolleteuse qui tourne 7 jours sur 7, 24 sur 24, si vous arrivez sur 20 machines à corriger 5 minutes de non-productivité de votre machine par jour, vous arrivez sur des résultats de retour sur investissement qui sont complètement hallucinants parce que le prix horaire d'une machine est tellement haut que voilà, c'est vraiment un des points d'optimisation. Après, comme a dit Jimmy Chapuis avant, il y a aussi tout cet aspect des tâches rébarbatives où si vous avez un employé qui veut, par exemple, qui se rend compte qu'il n'a plus d'outillage pour faire sa production et puis qu'il doit remplir un petit papier pour aller faire sa commande, le donner à la personne qui s'occupe des achats, qu'elle passe la commande, etc., etc., c'est tout un processus au final qui coûte cher. Nous, on avait calculé que le passage d'une commande en Suisse, ça coûte à peu près 200 francs. Donc, si vous voulez acheter un stylo en Suisse, ça va vous coûter 200 francs le passage de la commande. Donc, si on arrive à enlever tous ces travaux rébarbatifs qui servent grosso modo à rien, et puis que le décolleteur, justement, peut faire que du décolletage et puis ne se soucie plus de savoir s'il a des outils ou pas pour faire son décolletage, là, vous avez aussi tout cet aspect de retour sur investissement. Donc là, on peut prendre vraiment les temps, les gains de temps par poste, par utilisateur, et puis on peut les mettre bout à bout pour faire un calcul de retour sur investissement. Et puis après, il y a des retours qui sont un peu moins calculables, je dirais, mais on a par exemple, nous, dans cette société, des retours de type marketing, où des chefs d'entreprise disent, mais moi, mis à part l'optimisation de ma production, c'est aussi un bon aspect marketing pour mes clients. Les gens arrivent dans mon entreprise, on voit que mon entreprise est à la page, que j'ai des nouveautés, qu'on travaille dans l'esprit de pouvoir améliorer les choses, et puis qu'on n'est pas une société figée, en fait.
Donc ça, c'est aussi le genre d'aspect qui doit être pris en compte dans la digitalisation complète d'une société. Le Centre technique de décolletage et de taillage a plus de 20 ans. Industrie 4.0, un nouveau souffle pour vous? On peut dire que c'est un nouveau tournant. Le CTDT a toujours réalisé des essais pour ses sponsors ou ses partenaires, mais de façon empirique. Aujourd'hui, la formation prend beaucoup de place, autant au niveau des ressources que le temps qu'on a à disposition. Avec ces projets, notamment les 2 projets principaux, ils sont financés, donc on le fait d'une manière beaucoup plus professionnelle et scientifique. Oui. En collaboration avec la FDT, on crée maintenant l'atelier du futur. On va donner aussi beaucoup plus d'importance encore à cet atelier. Dites-nous un tout petit peu la réaction et les sentiments des jeunes quand ils viennent visiter cet atelier. Alors, on a passé passablement d'écoliers, là, surtout en 2019. Lorsqu'ils arrivent, ils ne connaissent pas le décolletage pour la plupart. Ceux qui le connaissent n'ont pas vraiment une très belle vision ou une bonne vision du décolletage. Là, on voit que, en arrivant dans l'atelier, ils s'aperçoivent que le domaine est très vaste, qu'il touche de nombreuses activités. Ils sont très vite impressionnés pour beaucoup. Et en voyant les logiciels, en voyant le numérique, en fait, ils se disent que c'est quand même quelque chose d'important et la mécanique derrière, après, est mise en valeur et ça les intéresse d'autant plus. Didier, peut-être une question un tout petit peu plus technique pour vous. Le couple machine-mesure, quels sont les avantages d'un système de correction d'outils? Alors bon, l'avantage, ce qu'on offre avec notre solution, c'est déjà la facilité, le faible investissement pour la mise en place du système. C'est-à-dire que la plupart, enfin plus ou moins tout le monde mesure déjà ces pièces. On peut connecter donc nos instruments très facilement à un soft et puis la mise en place est facile. Donc là, je dirais il y a cette partie faible investissement, optimisation des corrections. Donc on va pouvoir définir par rapport à quoi on veut corriger. Donc là, de nouveau, si on a des instruments au Silvac, si on a des instruments même d'autres marques, on a la possibilité de les connecter ensemble et puis de ramener tout ça dans notre Silcom par exemple ou le soft de nos machines optiques pour établir ces corrections. Et puis parlez-nous un tout petit peu du temps de réaction que la machine recevra par rapport à la mesure qui a été faite. Alors, si on a un cycle long d'une pièce, peut-être plusieurs minutes dans une pièce médicale, on peut comprendre que ça ira. Mais si on a un cycle très court, quelques secondes sur une multibroche, quelque chose comme ça, quel est le temps? Alors le temps, il va toujours être défini dans les paramètres qu'on aura établis avant. Donc il y a deux aspects. C'est une fois, comme vous avez dit, on a un cycle très court, donc on va pas pouvoir aller mesurer entre chaque pièce le 100% de sa production. Donc on va mesurer une pièce toutes les 10 pièces, toutes les 100 pièces, toutes les 1000 pièces. On va définir une taille de lot pour ces pièces et on va faire une moyenne glissante et puis corriger pour rétablir par rapport à ces différentes mesures, rétablir la valeur au milieu de la tolérance. Pour une pièce dont le cycle est plus long, là on va peut-être mesurer le 100% des pièces. Et puis là, ça devient intéressant en fait d'aller plutôt dans la direction de l'intelligence artificielle entre guillemets, et puis se dire voilà, après tant de temps, l'huile commence à chauffer, la machine commence à chauffer, la matière commence à chauffer, et puis là il y a tous les différents aspects de quelle matière on est en train d'usiner, quel type d'usinage, enfin toutes ces choses, la température ambiante, et puis anticiper déjà des corrections par rapport à ces paramètres, parce qu'on ne pourra pas attendre la fin de la pièce dans 2 heures. Dernière question rapide, parce qu'il nous reste peu de temps. Fichier Excel, ça a disparu?
Non, non, on est toujours en plein dedans. On est toujours en plein dedans. Il y a plein de gens qui prennent encore leur valeur manuellement avec un stylo et un bout de papier, qui le donnent à leurs collègues pour contrôler qu'ils aillent mesurer juste et réécrire la valeur à côté et donner le bout de papier au bureau pour rentrer ça dans Excel. De plus en plus, maintenant, les gens veulent rentrer directement ces valeurs dans Excel en appuyant sur le bouton. C'est pour ça qu'on a plus de la moitié de nos instruments maintenant vendus qui sont équipés du Bluetooth ou au minimum câblés. Et puis là, on est quelque part à l'intermédiaire avec ce qu'on vous expliquait avec Techtri, avec Tornos, avec les autres, où on va directement corriger la machine, où on a encore un niveau au-dessus. Mais il y a énormément d'entreprises, même de multinationales dans des pays industrialisés à haut niveau qui continuent à écrire des valeurs. Donc il y a encore beaucoup de travail à faire à ce niveau-là. Merci. Michael, on a bien compris que tout devait être connecté sur vos machines que vous vendez aujourd'hui. Est-ce que le pack connectivité est beaucoup demandé? Oui, c'est une option qu'on a de plus en plus. Et je pense qu'environ 8 machines sur 10 qui sortent aujourd'hui de nos ateliers qui ont cette option qui est souhaitée par le client à différents états. Mais le pack de base est pris énormément aujourd'hui. Et puis, si un de nos membres a une machine qui a 10 ans, 12 ans ou 15 ans d'âge, une déco, il fait comment? S'il aimerait digitaliser son entreprise, il vous rachète une nouvelle machine ou bien vous avez une solution? En tant que vendeur, je pourrais vous dire qu'il rachète une nouvelle machine. Mais bien sûr, on a des solutions qui permettent aussi de raccorder une déco, par exemple, qui a 10 ou 15 ans, avec un pack connectivité qui a été développé chez nous pour se brancher dessus et avoir une machine presque au niveau technologique d'une nouvelle machine. En tout cas, ce qui au niveau des connectivités va être similaire. Au niveau de la maintenance prédictive pour une machine, je pense que ça passe aussi dans la digitalisation. Est-ce que vous avez déjà des systèmes qui sont en place? Donc on y vient, on y travaille, c'est une forte demande. Forcément, c'est comme votre voiture qui vous demande d'aller faire le service. On est en train d'arriver vers des solutions comme ça. Aujourd'hui, on peut remonter des températures de moteur, des états d'axe, des charges sur les axes, et on travaille toujours à améliorer ce domaine. Écoutez, merci. J'ai peut-être encore une question générale pour tout le monde. On est en 21. Dans 5 ans, on en est où avec la digitalisation? Mais rapide, hein, parce qu'il nous reste 2 minutes. Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole? Moi, je peux. Dans 5 ans, on en est où? Dans 5 ans, j'espère que voilà, le trend va continuer et puis vraiment prendre encore plus son envol. Comme je disais, je pense que ces dernières années, il y avait un peu un round d'observation de pas mal d'entreprises. Et puis maintenant, les gens ont vraiment à cœur de vouloir rentrer dans ce domaine. Ça fait plus non plus peur. C'était un petit peu avant, tout le monde avait un petit peu peur de cet aspect informatique, je ne connais pas ou autre. Donc là, on voit qu'il y a des solutions maintenant de digitalisation qui sont prêtes et qui évoluent très rapidement. Donc voilà, je pense que dans 5 ans, on sera vraiment encore plus dans ce domaine-là. Et puis on va aller, je pense, de plus en plus dans cet aspect connectivité. Voilà, merci à vous tous. Je passe maintenant la parole à Pierre-Yves pour la conclusion. Merci, Monsieur Lohner. Donc je tiens à remercier tous les intervenants à cette journée. Vous, messieurs, merci beaucoup. Merci aux internautes, merci à nos partenaires de la technique qui nous ont vraiment permis de mettre ceci en place, même si on a eu quelques petits soucis. Nous affichons normalement les coordonnées des personnes qui sont intervenues aujourd'hui. Ces coordonnées seront également disponibles sur notre site. Si vous avez des questions, vous pourrez sans autre les contacter ultérieurement. Et immédiatement après cette brève présentation, vous aurez aussi la possibilité de rencontrer ces différentes personnes dans des pièces spécifiques. Donc les gens vont se déplacer. D'ailleurs, vous pouvez vous déplacer maintenant que je suis en train de parler, juste dans vos différentes rooms, de manière à ce que vous puissiez répondre en direct aux questions des internautes. La journée va continuer avec d'autres présentations. Donc, à partir de 11h, ce sera les nouvelles contraintes d'usinage, puis à 13h, automatisation et robotique. Session D à 14h30 pour l'instantanéité et l'efficacité de vos processus, donc vraiment la qualité globale des processus qui sont démontrés. Et puis à 16h, tous les outils d'aide à l'innovation. Ensuite, je prends encore quelques petites minutes
pour vous faire un peu de pub sur 2 outils extraordinaires à votre disposition. Le premier est le portail d'information microtechnique de Siams. Il est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, à votre disposition pour trouver des informations. Plus de 200 entreprises y publient régulièrement des news, donc n'hésitez pas à aller visiter le portail pour des infos. Puis évidemment, le prochain Siams est annoncé du 5 au 8 avril 2022. Nous n'en pouvons plus d'attendre et on espère vraiment vous rencontrer nombreux et en pleine forme en 2022 pour le Siams 2022. Merci beaucoup. Je vous souhaite une bonne découverte et une bonne continuation dans cette journée. Merci. Au revoir.